Bonjour à tous. Bienvenue du coup dans ce webinaire charges fiscales et sociales, vos pratiques. Vous savez pas. Génial. Il ne doit pas être 45 encore. Si. Tu vois des participants? Non. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré aux charges sociales et fiscales, comment sécuriser vos pratiques et comment identifier de nouvelles marges de manœuvre. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. On va commencer dans quelques instants, le temps que tout le monde se connecte. Donc, j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Philippe Martin. Bonjour à tous. Et pour ma part, donc c'est Sylvine, je suis responsable veille, R&D et contentieux chez EPSA depuis maintenant 6 ans. Et donc, j'accompagne nos clients, notamment avec les cabinets d'avocats partenaires, avec qui nous travaillons pour sécuriser leurs pratiques en matière de charges sociales. Et de mon côté, je suis Philippe Martin, je suis directeur du lab EPSA Tax, en sachant que le lab a vocation à accompagner les équipes sur toutes les offres innovantes sur les métiers taxes, donc principalement charges sociales et fiscalité. Nous aurions aimé aujourd'hui vous présenter notre décryptage du projet de loi de finances 2026 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Malheureusement, vous avez dû constater, même si vous n'êtes peut-être pas aussi passionné que nous sur le sujet de l'élaboration budgétaire, qu'on a pris un peu de retard cette année et donc on sera en difficulté pour vous parler de ces sujets. Pour autant, rien de dramatique là-dedans, puisque ces dernières semaines, il y a eu une activité sociale qui a été riche, notamment en matière jurisprudentielle, puisque la Cour de cassation s'est prononcée à 2 reprises sur les congés payés et les impacts en matière sociale. Et il y a eu également la publication d'un décret sur l'unification des 3 principaux dispositifs de réduction de charges patronales, à savoir la réduction générale et le complément allocation familiale et assurance maladie. Sur le plan fiscal, il y a eu un autre sujet en avril dernier qui a fait beaucoup parler de lui au début de l'été, qui concerne la déductibilité de la TVA sur les véhicules de fonction. Donc, nous vous proposons de vous présenter les zones de risque, les zones d'opportunité qu'on a pu identifier sur ces différents sujets. Et je passe la parole à Cécile pour qu'elle vous présente le volet social de ces mesures. Donc, on va commencer par la grosse réforme de la rentrée, qui est la réduction générale des cotisations patronales, avec effectivement une nouvelle formule de calcul pour 2026. Donc déjà, ce qu'on peut commencer par se dire, c'est qu'effectivement, on a eu un décret qui est venu nous réformer assez en profondeur cette réduction générale,
mais on est quand même dans une période où il y a des aléas politiques qui sont certains, au vu de l'instabilité gouvernementale. Et en fait, dans la loi de financement de l'année dernière, du coup, l'ancien gouvernement avait déjà pris des dispositions, en tout cas, pour rendre la modification, en tout cas de la réduction générale et d'ailleurs des autres allègements de cotisation, moins dépendant du Parlement en pouvant agir par décret. C'est-à-dire que maintenant, la plupart des paramètres de la réduction générale peuvent être modifiés simplement par un décret sans avoir besoin de suivre tout le dispositif parlementaire, enfin, législatif habituel. Ce qui signifie qu'un ministre du Travail peut, par décret, modifier quasiment du jour au lendemain les dispositions liées au calcul de manière beaucoup plus facile qu'avant, on va dire, ce qui, d'un côté, permet au pouvoir public, en tout cas, d'avoir une meilleure maîtrise du dispositif, mais d'un autre côté, pour les cotisants, ça crée aussi un aléa parce que potentiellement, ce dont on va parler aujourd'hui peut être modifié par décret dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, de manière assez simple, en tout cas pour les pouvoirs publics. Donc cette nouvelle formule de calcul, alors elle fait toujours un petit peu peur. On ne peut pas dire qu'on a été dans la simplification sur ce point-là. Voilà. Après, une fois qu'on a compris les différents paramètres, finalement, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Donc, à date, en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que cette formule devrait être appliquée au 1er janvier 2026 s'il n'y a pas de décret qui vient dire le contraire. Et donc, à partir, c'est les payes de janvier. Donc, s'il y a un décalage de paye, ce sera qu'en février. Les nouveaux paramètres, du coup, qu'est-ce qui change par rapport à l'ancienne formule qu'on commençait à bien connaître? On nous a donc du coup mis un coefficient T, enfin il y a un paramètre T min et un paramètre T delta. Avant, on avait un seul T. Là, en fait, le paramètre T delta vient garantir en fait une exonération minimale de 2%, quel que soit le niveau de la réduction. L'autre nouveauté qui est quand même fondamentale, c'est qu'effectivement, il y a une disparition des taux réduits sur les cotisations patronales d'allocation familiale et d'assurance maladie, mais qui est remplacée du coup par une extension, on va dire, de la réduction générale jusqu'à 3 SMIC. Donc finalement, là où avant on avait 3 dispositifs, on n'en a plus qu'un, qui est basé plutôt sur la logique de la réduction générale, mais qui vient inclure une partie du champ qui était couvert par les deux autres exonérations, enfin taux réduits en tout cas. Donc finalement, ça simplifie dans ce sens-là pour la RGCP parce qu'on va avoir un seul calcul sur un champ qui va être plus large. Ils ont également rajouté un coefficient P dans la formule, un coefficient de puissance qui vient rendre, on le verra après peut-être plus facilement avec des schémas, mais qui vient rendre la formule, en fait, enfin l'exonération de cotisation un peu plus linéaire, ce qui fait qu'on a moins les effets de seuil qu'on avait auparavant. Le but, en tout cas, qui a été affiché par les pouvoirs publics sur ce sujet-là, étant d'encourager un petit peu les entreprises à aussi augmenter les salaires, vu qu'il y a moins les effets de seuil qu'il pouvait y avoir avant. Après, à voir si ça atteindra son but ou pas. Et autre paramètre qui a été modifié, bon, ça avait déjà été un petit peu modifié en 2025, c'est le paramètre SMIC. En fait, dans la formule, effectivement, on va appliquer l'exonération à certains salaires, ces salaires étant finalement définis par rapport à la valeur du SMIC. On a constaté ces dernières années dans la réduction générale qu'en fait, à chaque augmentation du SMIC, de fait, les montants, en fait, les salariés concernés par l'exonération étaient de plus en plus nombreux, ce qui fait qu'il y a eu un petit dérapage au niveau financier et que les pouvoirs publics ont un peu perdu la main sur les montants en jeu, finalement, vu qu'à chaque fois, ça augmentait mécaniquement. À chaque augmentation du SMIC, il y avait de plus en plus de réduction générale.
à payer, enfin en tout cas de perte pour l'État. Donc là, c'est pareil, en fait, ce SMIC, désormais, il n'est plus annexé sur le SMIC réel, c'est un montant de SMIC qui sera également défini par décret. Donc, ce n'est pas parce que le SMIC augmente que finalement, ce sera cette rémunération réelle qui sera prise en compte, ce sera la valeur du SMIC à un instant T. À date, c'est le SMIC au 1er janvier 2025. Donc, tant que ce décret existe déjà, tant que ce décret n'est pas modifié, ce sera cette valeur qui est retenue. Le but, là, effectivement, on le voit bien, c'est quand même d'avoir pour les pouvoirs publics une meilleure maîtrise du budget lié à l'exonération de la réduction générale pour pouvoir effectivement mieux maîtriser les coûts et eux agir de manière beaucoup plus simple et plus souple et s'adapter plus facilement aux contraintes financières. Forcément, pour les entreprises, c'est des évolutions qui vont être potentiellement, enfin, qui vont avoir des impacts financiers certains. La première chose, c'est que effectivement, du fait de la formule de calcul, ça c'est pareil, on verra après, peut-être avec des schémas, c'est plus parlant. On va devoir en fait prendre en compte vraiment ce barème dans les politiques de négociation des salaires parce que ça va devoir se piloter en fait globalement au niveau de l'entreprise et les modifications là qui sont envisagées sont effectivement assez complexes, ce qui va nécessiter pas mal de mises à jour, notamment au niveau des outils de paye, et il y a des risques d'erreur là, du fait de la modification de ces paramètres, au moins dans les premiers temps, le temps de la mise en place. Pour donner un ordre d'idée de ce que représente le budget de ces trois mesures avant l'unification, hein, il est estimé le coût des trois mesures cumulées à 85 milliards d'euros. L'information qu'on n'a pas pour l'instant, c'est quel sera le coût des trois mesures unifiées dans cette nouvelle formule. On peut penser que le calcul a été fait par l'administration de diminuer ce montant de 85 milliards probablement. Mais ça, on pourra le chiffrer probablement dans l'année qui vient ou les années qui viennent. Alors, si on regarde, effectivement, on a fait des petits schémas pour visualiser un peu ce qu'on est en train de vous expliquer. Sur le schéma du haut, vous avez effectivement la simulation. Donc, sur le bleu, c'est les anciennes modalités de calcul de la RGCP avec, du coup, les taux réduits à FAM. On voit qu'il y avait vraiment des effets de seuil. On voit qu'il y avait des effets de seuil et que là, avec la nouvelle formule de calcul, c'est beaucoup plus linéaire. Et finalement, on sait, si on fait le travail, en tout cas d'anticiper, on sait à quoi s'attendre quand on augmente un salarié. Donc là, effectivement, en fonction des cas et en fonction des activités, des salaires, il y aura certains cas où l'entreprise va être gagnante et d'autres où elle va être perdante. Les zones avantageuses, ça va être quand vous allez être entre 1,33 et 1,78 SMIC et quand vous serez au-dessus de 2,25 à 3 SMIC. Où là, finalement, l'entreprise aura plus d'allègement pour ces salariés-là. Sur les autres, elle sera plutôt perdante. Ce qui fait qu'effectivement, il faut analyser pour chaque entreprise en fonction de ses salariés et de sa masse salariale, quels vont être les impacts. Là, le passage d'un système à l'autre, c'est le schéma du bas, où on constate que l'impact, en tout cas entre 2025 et 2026, va être plus ou moins impactant finalement selon les salaires. Et effectivement, il y a des zones où il y a quand même il y a 3 000 € d'écart sur les allègements en fonction de certains salaires et il y a d'autres zones où c'est quasiment transparent. Donc ça, c'est pareil, c'est une analyse à avoir, en tout cas dans le pilotage de la masse salariale pour pouvoir prendre en compte ces modifications. En tout cas, dans la logique de la formule de calcul, ont été gardées les logiques qu'il y avait déjà dans la RGCP sur certains sujets.
et notamment les majorations et les limitations quand on applique une déduction forfaitaire spécifique. Sur la déduction forfaitaire spécifique, tout le monde n'est pas concerné. En quelques mots, c'est effectivement dans des secteurs d'activité dans lesquels les salariés sont amenés, ou du moins étaient amenés à engager des frais conséquents. Il y a un ancien dispositif fiscal et social qui existe depuis très longtemps qui permet effectivement d'avoir un abattement sur ces frais. Ce qui fait que, afin de limiter un petit peu l'effet d'aubaine de ces abattements, le législateur était venu mettre un plafond quand on applique la RGCP à ses salariés pour éviter finalement que ça fasse trop de réduction générale. Et donc, on a un plafond qui est à 130% du montant dont le salarié aurait bénéficié s'il n'y avait pas eu l'application de la DFS. Cette modalité, elle a été gardée. Elle a été gardée dans la nouvelle formule. Mais finalement, on a fait des simulations, en tout cas sur les secteurs d'activité concernés. Alors, c'est surtout le BTP, la propreté, le transport de marchandises. Finalement, on remarque qu'il y a peu de cas où la RGCP sera plafonnée. C'est même plutôt positif dans la plupart des cas. Vu que la dégressivité est un peu moins forte, il y a moins d'effets de bord négatifs que par rapport à ce qu'on trouvait avant. Et on a également maintenu la logique de majoration. C'est pareil, dans certains secteurs d'activité qui sont spécifiques, il y a des majorations qui permettent d'augmenter le montant de la réduction générale. C'est notamment le cas pour les intérimaires dans le travail temporaire, où on a une majoration de 10%. Pour les salariés qui relèvent d'une caisse de congés payés et dans le transport routier de marchandises pour le personnel roulant, que ce soit longue distance ou courte distance. Ces mécanismes ont été gardés quasiment à l'identique, c'est-à-dire qu'on les retrouve au même endroit dans la formule de calcul que ce qu'on avait avant, sauf que pour ces entreprises-là, c'est plutôt une bonne nouvelle, la nouvelle formule de calcul, parce que finalement, cette majoration, elle s'applique à la partie RGCP, mais elle s'applique aussi sur la partie allocation familiale et allocation maladie, ce qui n'était pas le cas avant, où il y avait le taux réduit, mais là, on a l'effet sur l'intégralité du taux de cotisation. Donc finalement, sur ces secteurs d'activité-là, en tout cas, après c'est toujours pareil, ça dépend des salaires, mais c'est plutôt un coup de boost. Alors, comme on aime bien simplifier, enfin, le législateur aime bien simplifier, il y a effectivement des dérogations à la suppression des taux réduits AFAM, c'est-à-dire que pour la RGCP, c'est terminé. En revanche, sur tous les autres dispositifs d'exonération dégressive, eh bien, on a quand même un maintien de ces taux réduits. Alors, effectivement, la RGCP, c'est sans doute le dispositif c'est le dispositif le plus répandu, mais il y a quand même encore beaucoup d'autres exonérations qui concernent énormément d'entreprises sur lesquelles on va du coup garder d'autres modalités de calcul. La LODEOM, qu'on va trouver donc là plutôt dans les DOM. L'exonération, c'est un peu dans la même logique que la LODEOM qui existe à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. On va avoir également les structures d'aide et services à la personne pour les interventions d'aide à domicile, où là, c'est encore un autre sujet parce que cette exonération, elle se cumule avec la RGCP dans certaines conditions. Mais du coup, on va avoir des salariés qui potentiellement vont avoir les deux exonérations avec finalement des bases de cotisation différentes sur un même salarié, sur un même mois, pour un même bulletin de paye. Donc là, en tout cas, on sait que ça va créer des complexités, notamment dans la paye. Et à ce jour, en tout cas, on attend des précisions de la direction de la sécurité sociale sur les modalités pratiques pour pouvoir gérer en fait ces exceptions. Et on a aussi une exonération pour les
pour les travailleurs occasionnels agricoles, donc là plutôt côté MSA, où on va garder les anciennes modalités de calcul. Voilà, donc effectivement, pour toutes ces exonérations-là, on va garder nos taux réduits à 7% pour les allocations maladie et 3,45% pour les allocations familiales. On attend donc des précisions de la direction de la sécurité sociale sur un certain nombre de sujets, donc ceux que je viens d'évoquer au niveau tout simplement du déclaratif et de ce qui est attendu, en tout cas par les URSSAF. Mais on attend aussi de savoir, parce que donc, dans la plupart de tous ces calculs-là, on a également une référence au SMIC, et c'est un peu dans la même logique que la réduction générale, c'est que ce SMIC n'évolue plus nécessairement en fonction du SMIC réel. Là, si on s'en tient au texte, en tout cas sur ces dispositifs-là, on devrait prendre le SMIC au 31 décembre 2023, à voir parce que ça n'a pas vraiment de sens non plus. Donc, on suppose qu'il devrait y avoir une mise à jour sur ce point-là. Et effectivement, sur les impacts déclaratifs, parce que là, on va se retrouver vraiment, quand on va déclarer les cotisations en DSN, on va se retrouver avec une multitude de lignes et de codes CTP pour finalement déclarer les mêmes cotisations. Donc, en tout cas, sur tous ces sujets liés à la RGCP, on attend vraiment des précisions de l'administration et il devrait y avoir, d'ailleurs ça a déjà été annoncé, une mise à jour du bulletin officiel de la sécurité sociale sur un certain nombre de sujets. Pour l'instant, ils ont juste communiqué sur le fait qu'il y avait le décret, mais en fait, tous les aspects pratiques et opérationnels ne sont pas encore précisés. Oui, ça a multiplié en fait les profils dans le paramétrage des logiciels de paye, compte tenu qu'on doit avoir des déclarations distinctes en DSN. On va avoir des profils qui seront encore sous le joug des anciens dispositifs qui sont présentés ici, et d'autres qui vont être sous le joug du nouveau dispositif. Et donc, c'est vrai qu'on ne sait pas encore exactement comment ça va s'articuler. La seule chose dont on est sûr, c'est que ça va créer de la complexité et donc des risques d'erreur dans les paramétrages. Donc là, effectivement, on attend les précisions. On attend aussi de voir si ce décret sera bien toujours en application au 1er janvier 2026. Mais en tout cas, c'est plutôt, sauf retournement de situation, c'est plutôt parti pour. Et donc, voilà, maintenant, on regarde également avec nos clients les impacts que ça peut avoir chez eux pour au moins anticiper les impacts financiers. On a du coup, dans les actus de rentrée également, d'autres impacts pour les entreprises qui ne sont pas forcément très positifs, qui sont issus des arrêts de la Cour de cassation du 10 septembre dernier. Donc, on va regarder les deux principaux qui vont nous intéresser et nous impacter. Donc, la première décision, elle est relative aux jours de congés payés et à leur prise en compte dans le décompte des heures supplémentaires. C'est en fait la Cour de cassation qui se met en conformité avec le droit de l'Union européenne. Donc, ça fait déjà quelques années, en tout cas, qu'il y a des évolutions de ce côté-là, dans la mesure où la CJUE nous rappelle quand même très régulièrement, rappelle en tout cas à la France qu'elle ne respecte pas forcément le droit de l'Union européenne. Et donc là, on est dans une mise en place progressive, mais effectivement, c'est une jurisprudence européenne, mais qui est un peu décorrélée des réalités économiques des entreprises françaises et également même du système de protection sociale français aussi. Donc, sur cette question particulièrement, jusqu'à présent, la Cour de cassation nous disait quand votre salarié est en congé payé, s'il est absent, je ne sais pas, 2 jours par exemple, et qu'il travaille le reste de la semaine, vous ne prenez évidemment pas ces congés payés en compte pour savoir s'il a fait des heures supplémentaires ou pas. Donc, revirement de jurisprudence. Ce revirement de jurisprudence, en tout cas pour l'instant,
détaille le cas d'une entreprise qui aurait un décompte hebdomadaire de la durée du travail, parce que c'était le cas d'espèce du salarié, en tout cas, qui avait fait le contentieux à ce sujet-là. Et donc, là, la Cour de cassation vient bien nous dire qu'il faut prendre en compte ces heures. Et donc, potentiellement, ce qu'on payait avant en heure normale, donc non majorée, va passer finalement en heures supplémentaires majorées, avec les impacts que ça peut également avoir sur le contingent d'heures sup, parce qu'il est possible, selon, encore une fois, l'organisation des entreprises et le nombre d'heures supplémentaires qui sont effectuées, que finalement, il y a des salariés qui n'étaient pas du tout à la limite du contingent et qui vont s'y retrouver. Donc là, ça peut même avoir des impacts sur l'organisation pratique et le nombre de salariés à avoir pour effectuer la même tâche que ce qu'on faisait auparavant. Donc là, effectivement, impact financier conséquent. La décision, là, ne nous parle que de la durée du décompte hebdomadaire, mais la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, elle, c'est une logique globale. En fait, elle considère que le fait de ne pas les prendre en compte pour déclencher les heures sup, ça viendrait à décourager les salariés de prendre leur congé, et c'est ça qu'elle veut éviter. Donc, en fait, on sait que s'il y a d'autres contentieux qui arrivent, et ça sera sans doute le cas à la Cour de cassation avec d'autres organisations du temps de travail, la réaction sera, la décision sera la même. Et finalement, peu importe l'organisation. C'est juste que pour le moment, on n'a pas les détails pratiques de comment faire, mais en tout cas, on sait que ce sera ça. Cette jurisprudence, du coup, vient contredire le code actuel, en tout cas certaines dispositions du code du travail, donc il y a forcément une mise à jour qui va être faite de ce côté-là. Et on attend du coup cette mise à jour pour avoir des précisions aussi sur quels sont les congés concernés. Est-ce que la logique est la même pour un jour férié? Parce que finalement, la logique de fond, c'est exactement la même. Les précisions sur la rétroactivité, parce que là, la Cour de cassation ne donne aucune précision. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a des organisations de temps de travail spécifiques, même si effectivement, on se doute que dans tous les cas, il va falloir appliquer cette jurisprudence. La seconde jurisprudence, donc le même jour, toujours sur le sujet des conséquences du congé payé. Là, c'est quand on a un salarié qui est en congé, mais qui finalement est malade. Est-ce que ce salarié peut être en maladie, est-ce qu'il peut être malade pendant ses congés? Est-ce qu'on peut avoir un arrêt maladie pendant des congés? La Cour de cassation nous disait qu'on ne pouvait pas reporter les congés payés quand on est en congé, même si on était malade. Et donc là, toujours dans la même logique, revirement de jurisprudence. Et maintenant, la Cour de cassation nous dit que oui, un salarié qui est malade pendant ses congés peut, s'il prévient son employeur, s'il le notifie à son employeur, peut finalement demander le report de ses congés. Donc là, c'est pareil, on a un certain nombre de précisions qui sont attendues parce que la décision de la Cour de cassation est quand même assez générique, et notamment sur la notification. On peut supposer que, comme le prévoit la législation française actuellement, un arrêt doit être transmis dans les 48 heures, ce qui fait que si c'est bien cette définition qui est retenue, on ne devrait pas avoir trop de problématiques liées à une rétroactivité, dans la mesure où, comme ce n'était pas possible jusqu'à présent, les employeurs n'étaient même pas informés si leurs salariés étaient malades pendant ces congés. L'impact financier sur ce sujet-là, effectivement, il est difficile à prévoir vu qu'on n'avait pas forcément les données, sauf s'il y avait un ATMP vraiment juste avant une période de congé, que les employeurs n'étaient pas prévenus. Voilà, après, on peut faire des projections en fonction du nombre d'arrêts global dans le secteur, mais c'est vrai que c'est quand même assez difficile d'être précis, en tout cas, sur ce sujet. D'autant qu'on a aussi des variations d'impact qui vont être différentes en fonction des secteurs d'activité, du type de contrat et également des rémunérations des salariés.
parce que le salarié qui va avoir des jours de carence, qui n'aura pas de subrogation, en fait, il n'aura pas forcément d'intérêt à reporter ses congés parce qu'il sera beaucoup moins payé, vu qu'il va perdre, il aura les 3 jours de carence et ensuite il aura 50% de son salaire avec ses IJSS. Et en plus de ça, il devra gérer lui-même la récupération auprès de la sécurité sociale. Donc dans ces cas-là, ça ne sera pas forcément plus avantageux pour lui, voire ça sera même complètement désavantageux. Donc il y a peut-être plus de chances qu'il ne pense même pas à demander un report de ses congés. En revanche, si vous avez des salariés sans carence et avec une subrogation, là, effectivement, eux, ils ont plutôt tout intérêt à demander un report pour pouvoir bénéficier de leur congé ultérieurement quand ils seront en état de le faire. Donc là, sur ce sujet-là, effectivement, ça va dépendre encore une fois de chaque entreprise. Ça va dépendre de la typologie de contrat, des salaires, etc. Et donc, il faut faire une analyse sujet par sujet pour voir finalement si ça va avoir des impacts ou pas. Voilà. Donc, niveau charge sociale, effectivement, on était plutôt sur des nouvelles qui n'étaient pas forcément de bonnes nouvelles pour les entreprises. Là, la mise en conformité avec le droit de l'Union européenne, ce n'est pas effectivement ce que les entreprises françaises attendaient, mais il y a aussi parfois de bonnes nouvelles liées à cette mise en conformité dont va nous parler Philippe. Merci Cécile. Oui, je voulais vous parler aujourd'hui d'un rescrit qu'on peut presque considérer comme ancien à l'échelle de la fiscalité et des cotisations sociales à l'heure actuelle, on voit qu'il y a quand même une créativité qui est forte. Mais pour autant, c'est réellement une révolution en matière de TVA sur les véhicules de fonction qu'a opéré ce rescrit. Pour rappeler la situation antérieure, avant ce rescrit du 30 avril dernier, la règle était simple finalement, puisque la TVA, quoi qu'il arrive, était non déductible sur les véhicules de tourisme qui étaient mis à disposition des salariés, à la fois pour un usage professionnel et personnel, donc un véhicule de fonction par principe, quel que soit le mode d'acquisition, entre guillemets, par l'entreprise, donc que ce soit un achat ou du leasing ou de la location longue durée. Il y a eu un tournant qui a été initié par la Cour de justice de l'Union européenne, comme le soulignait Cécile, et qui, cette fois-ci, va plutôt dans le sens des employeurs, puisque la Cour de justice, sur cette question précise qui était posée, à savoir comment considérer la mise à disposition par un employeur à ses salariés d'un véhicule de fonction, la Cour de justice de l'Union européenne donc, a considéré qu'on pouvait qualifier de prestation de service à titre onéreux cette mise à disposition permanente. Et donc, qui dit qualification de prestation de service à titre onéreux dit assujettissement à la TVA. Donc cet arrêt date de 2021 et donc il s'est coulé quand même un certain temps avant que la transposition soit opérée par l'administration fiscale, puisque c'est une transposition qui date de cette année. Mais l'administration s'est alignée en tout point sur la décision de la Cour de justice. Et donc, pour résumer rapidement, finalement, dorénavant, un employeur, dans ses relations avec ses salariés, peut également devenir un loueur de véhicules, donc un prestataire de service. Qui dit prestataire de service, donc dit collecte de TVA sur les loyers qui sont versés par le salarié, donc la contrepartie versée par le salarié. Et c'est là que réside la bonne nouvelle, déduction sur les factures de TVA qui est payée en amont, donc soit sur l'achat, soit sur la location. Et donc, comme généralement, et de façon assez logique, le prix facturé aux salariés va être inférieur au prix payé par l'employeur, ça va générer un gain net en matière de TVA. Pourquoi le prix facturé aux salariés sera inférieur? Puisque finalement,
il est censé, ce montant facturé aux salariés, il est censé couvrir l'usage privatif et personnel du véhicule, comme on le ferait si on devait louer une voiture. Donc, malgré tout, il y a un certain nombre de conditions qui sont posées par ce rescrit qu'on va envisager à présent, qui ne sont en tant que telles pas si compliquées et assez limitées, mais malgré tout, il reste aujourd'hui quelques zones d'incertitude. Première certitude, le rescrit précise qu'il doit exister un contrat écrit entre l'employeur et le salarié. Alors, peu importe où ces stipulations se trouvent, ça peut être dans le contrat de travail, ça peut être en dehors du contrat de travail, ça peut être la signature d'une charte automobile. Là-dessus, il n'y a pas de précision particulière, mais en tout cas, ça doit être un document qui doit exister et être traçable. Par ailleurs, ce document, il doit préciser les contreparties réciproques entre l'employeur et le salarié, comme le ferait tout contrat de location. Deuxième point qui est important, c'est que le contrat doit également prévoir un usage personnel du véhicule. Ça signifie quoi? Ça signifie que le véhicule il doit être mis à disposition permanente du salarié, y compris pour un usage privé. Donc, finalement, c'est la définition qu'on a habituellement d'une voiture de fonction. Et peu importe, au passage, que cette voiture de fonction soit une voiture purement statutaire, pour laquelle on sait que l'usage professionnel du véhicule va être très limité. Dernier point, c'est la contrepartie financière du salarié. Donc, pour qu'il y ait une prestation de service à titre onéreux, pour qu'elle soit à titre onéreux, il doit y avoir une contrepartie financière qui doit être versée par le locataire, à savoir le salarié en l'occurrence. Et cette contrepartie, elle peut prendre plusieurs formes. Là, on en cite qui sont des formes qui sont détaillées dans le rescrit. Ça peut être une participation directe, donc une redevance, mais ça peut être également d'autres mécanismes tels qu'un crédit de points convertible en salaire, une conversion en salaire d'une partie d'un avantage, de l'avantage lié à la mise à disposition du véhicule en cas de renonciation au fait de prendre le véhicule maximal autorisé pour un véhicule qui aurait des émissions de CO2 plus faibles, ou ça peut être également la renonciation à un autre avantage. Ces modalités de versement de la contrepartie sont non limitatives. Il y a un point qui est important, parce que c'est ce point-là qui a fait qu'il y a eu comme un feu de paille au mois de juin dernier sur cette question, puisque le sujet a été traité par la presse spécialisée, mais également par la presse généraliste sur cette nouvelle mesure, puisque pendant un temps, on a vu paraître un certain nombre d'articles qui considéraient qu'un avantage en nature pouvait être considéré comme étant la contrepartie financière versée par le salarié. En creusant en plus le sujet, il s'avère que l'avantage en nature en tant que tel ne constitue pas une contrepartie financière, puisque l'avantage en nature, finalement, permet de cotiser sur une modalité de rémunération du salarié, et finalement, l'employeur ne fait ni plus ni moins que le passe-plat pour l'URSSAF principalement, pour le paiement des cotisations. Mais à aucun moment, l'employeur appréhende directement les sommes liées à l'avantage en nature. Malgré tout, il reste quelques éléments qui sont, pour lesquels on n'a pas de certitude ni de réponse absolue. La première, c'est la contrepartie. Elle peut être modique, mais pas dérisoire. Donc, qu'est-ce qu'on entend par dérisoire? Qu'est-ce qu'on entend par modique? Là, c'est un palier qui est pas forcément évident à placer. Nous, on pense que finalement, la valorisation qui est en place actuellement des avantages en nature, la réglementation relative aux avantages en nature, peut être un indicateur, c'est-à-dire qu'il considère et il met en avant finalement
le fait qu'on considère que l'usage personnel du véhicule va être de l'ordre de 1/3, ou de l'ordre de la moitié, ou de l'ordre de 2/3, en fonction du fait qu'il y ait la prise en charge ou non du carburant. Donc ça peut être une première piste, en tout cas un indicateur. Dernier point qui est important et sur lequel il faut être vigilant. En pratique, si on vérifie les conditions qui sont posées par le rescrit, notamment cette exigence d'une contrepartie financière, il y a une immense majorité des employeurs aujourd'hui qui ne font pas verser par leurs salariés de contrepartie financière à la mise à disposition d'un véhicule de fonction. Donc la seule, entre guillemets, contrepartie qui est versée, qui n'en est pas une, par le salarié, c'est les cotisations sociales sur l'avantage en nature. Et donc, ça implique, pour pouvoir bénéficier du dispositif, de modifier les pratiques existantes, tout en prenant compte du fait que si ces changements de pratiques sont uniquement motivés par l'espoir d'un gain fiscal, on a un risque de requalification en abus de droit. Donc, c'est un point sur lequel il faut être vigilant. Donc, pour conclure, sur ce rescrit, nous, on pense que c'est malgré tout aujourd'hui une opportunité pour repenser sa politique de gestion de la flotte de façon globale. On sait qu'on a un contexte d'augmentation des coûts de mise à disposition des véhicules, notamment par la revalorisation en février dernier de la valorisation des avantages en nature, qui a augmenté mécaniquement le coût de la gestion de la flotte. Et on pense donc que c'est une occasion pour réfléchir finalement à modifier ces pratiques en utilisant les leviers qui sont présentés par ce rescrit, notamment le système de crédit de points ou de budget global par salarié en fonction du grade ou du niveau hiérarchique du salarié, qui lui permettent de bénéficier d'un véhicule de telle catégorie. On peut imaginer qu'en cas de renonciation à cette catégorie de véhicule pour une catégorie inférieure, le salarié puisse avoir en contrepartie une augmentation de salaire, ce qui permet à ce moment-là de mettre en place une contrepartie financière. Par la même occasion, ça incite les salariés à opter pour des véhicules moins émetteurs de CO2, et donc ça peut permettre de favoriser un verdissement de la flotte. Et donc, ça permet également d'expliquer en quoi c'est un changement de pratique qui n'est pas uniquement à vocation fiscale, mais également à vocation écologique, et donc qui s'inscrit dans la politique RSE de l'entreprise, tout en ayant potentiellement des conséquences favorables en termes de salaire. Bon, pour autant, vous l'avez compris, c'est un sujet qui est complexe, qui peut avoir des conséquences sur le plan fiscal, sur le plan social et sur la politique de rémunération des entreprises. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est vraiment de vous accompagner pour aborder cette question de façon globale, en posant tous les points qui sont positifs dans un changement de pratique et avec les contraintes supplémentaires que ça peut générer, en sachant que malgré tout, on pense que vous pouvez être largement gagnant en appliquant à la lettre ce rescrit. Voilà, je ne sais pas si nous avons eu des questions pendant la présentation. Pas de questions, donc c'est qu'on a été parfaitement clair. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. On va laisser la main parce que je crois que le timing est serré. Je crois qu'une intervention doit avoir lieu après la nôtre. Donc, en tout cas, merci pour votre attention. Merci. Et n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel au sein du groupe EPSA si vous souhaitez échanger avec nous sur ces sujets présentés par Cécile et par moi-même. Merci et bonne fin de journée. Très bonne journée. Au revoir. Merci.